Je suis allé à la lecture du testament. Mon ex-femme était assise, souriante, avec son nouveau mari. L'avocat a posé un épais dossier sur la table. Avant de commencer, vous devez écouter cet enregistrement. Il a appuyé sur lecture. C'était la voix de mon défunt beau-père. Mon ex a fermé les yeux. Son mari s'est lentement levé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Esteban. J'ai 48 ans et pendant 18 ans, j'ai cru avoir tout ce qu'un homme peut désirer, une femme, une famille, un but. J'ai épousé Myriam quand nous étions jeunes et pensions que l'amour suffisait pour construire une vie. Elle était la fille unique de Don Eliseo, un homme qui avait bâti de ses propres mains une petite entreprise de distribution qui, au fil des ans, était devenue quelque chose de sérieux, de réel, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Don Eliseo était l'un de ces hommes qui ne parlent pas beaucoup, mais quand il parle, on écoute. Il m'a bien traité dès le premier jour. Il m'a donné du travail. Il m'a accordé sa confiance. Avec le temps, il m'a confié des responsabilités au sein de l'entreprise, et j'ai répondu avec tout ce que j'avais. J'ai travaillé pendant des années comme si cette entreprise était la mienne car, d'une certaine manière, je la sentais mienne. Pas pour l'argent, mais parce que j'y ai mis mes meilleures années, mes meilleures idées, toute mon énergie. Myriam et moi n'avons jamais eu d'enfant. C'était une blessure que nous portions tous les deux en silence depuis longtemps. Cela nous a éloignés plus que nous ne voulions l'admettre, mais j'ai continué. J'ai continué à construire. J'ai continué à croire que ce que nous avions était solide. Comme je me trompais. C'est Rosa qui me l'a dit. Rosa travaillait chez Don Eliseo depuis plus de 20 ans. Une petite femme avec les cheveux toujours attachés et des mains qui ne restaient jamais immobiles. Elle n'était pas du genre à trop parler. C'est précisément pour cela que, lorsqu'elle m'a appelé un mardi après-midi avec cette voix que je ne lui avais jamais entendue, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Don Esteban, je dois vous parler. En personne. Aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de la maison. Rosa est arrivée à l'heure, s'est assise en face de moi et m'a dit sans détour ce qu'elle voulait me dire depuis des semaines et qu'elle n'avait pas osé. Myriam voyait Alvaro depuis des mois. Alvaro était un homme qui était entré dans le cercle familial un peu plus d'1 an auparavant, présenté comme un partenaire potentiel pour les affaires de Don Eliseo. Bien habillé, le verbe facile, un de ces hommes qui savent exactement quoi dire à chaque instant. Je l'avais vu quelques fois. Il ne m'avait jamais inspiré confiance, mais je n'avais pas de raison concrète de me méfier non plus. Jusqu'à ce moment. Rosa m'a dit qu'elle les avait vus ensemble dans la maison quand Don Eliseo faisait sa sieste et que j'étais au bureau. Elle m'a dit que ce n'était pas la première fois. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus dormir depuis des semaines en gardant ce secret. Je l'ai écouté en silence. À l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Pas d'un coup, mais comme la glace se brise sous vos pieds. Lentement, avec ce son sourd qui prévient que le sol n'est plus sûr. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai regardé Myriam différemment. Elle était dans la cuisine, dos à moi, préparant quelque chose de normal, de calme, comme si de rien n'était. Et je n'ai rien dit, pas encore. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai vécu dans une sorte de brouillard. J'ai continué à travailler. J'ai continué à rendre visite à Don Eliseo, qui à ce moment-là était déjà en mauvaise santé et passait la plupart de son temps à la maison avec une infirmière qui l'accompagnait le matin. C'est lors de ces visites que ma relation avec Don Eliseo est devenue différente, plus profonde, plus honnête. Il avait toujours été un homme réservé, mais quand on est malade et qu'on sent que le temps presse, les mots changent de poids. Un après-midi, alors que nous buvions tous les deux un café dans son bureau, il m'a dit quelque chose que sur le moment je n'ai pas tout à fait compris. Esteban, les hommes bons finissent toujours par payer pour l'honnêteté des autres, mais cela ne veut pas dire qu'ils perdent. Cela veut juste dire qu'ils attendent plus longtemps. Je l'ai regardé sans savoir quoi répondre. Il a à peine souri et a changé de sujet. Aujourd'hui, je comprends parfaitement ce qu'il voulait me dire ce jour-là. La confrontation avec Myriam a eu lieu un jeudi soir. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de cris. C'était pire que ça. C'était froid, calculé, comme si elle avait répété chaque mot depuis longtemps. Je lui ai posé la question directement. Elle n'a pas nié. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit que notre relation n'avait plus de sens depuis longtemps.
Que je vivais plus concentré sur l'entreprise et son père que sur elle. Que Alvaro lui faisait ressentir des choses que je n'étais plus capable de lui donner. Chaque mot tombait comme une pierre au fond d'un puits. Mais ce qui m'a le plus blessé n'était pas l'aveu. C'était ce qui a suivi. Papa est déjà au courant, m'a-t-elle dit. Et il est d'accord pour que tu partes. Je suis resté figé. Don Eliseo est au courant. Oui, a-t-elle répondu sans détourner le regard. Et il dit que pour lui, tu seras toujours le bienvenu. Mais que c'est sa maison et que nous allons vivre ici. Nous. Elle et Alvaro dans une maison que j'avais aidé à entretenir pendant des années. Dans une entreprise que j'avais aidé à faire grandir. Dans une vie que je croyais être la mienne. Je suis parti cette nuit-là avec une valise. Sans me battre, sans crier. Parce qu'à ce moment-là, je croyais vraiment, que Don Eliseo avait pris le parti de sa fille. Qu'après tout, les liens du sang sont plus forts que les années. Que 18 ans de loyauté n'avaient pas suffi. Je suis allé dans une chambre louée que j'ai trouvée le soir même. Petite, avec une fenêtre donnant sur un mur gris. Je me suis assis au bord du lit et pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne savais pas quoi faire de mes mains. Vaincu, seul, convaincu d'avoir tout perdu. 48 ans, sans maison, sans travail, sans famille, avec une valise et le sentiment que le sol s'était ouvert sous mes pieds sans prévenir. Mais ce que je ne savais pas, ce qu'aucun de nous ne savait encore, c'est que Don Eliseo n'avait pas dit son dernier mot. Loin de là. Les premiers jours après avoir quitté la maison ont été les pires de ma vie. Je ne le dis pas pour exagérer. Je le dis parce que c'est exactement ça. Il y a des moments dans la vie d'un homme où le monde entier semble conspirer pour lui rappeler qu'il ne vaut rien. Que tout ce qu'il a construit était emprunté. Que le sol solide sur lequel il pensait se tenir depuis des années n'était rien de plus que du sable mouillé. Cette chambre louée sentait l'humidité et la vieille peinture. Le lit grinçait à chaque mouvement. La fenêtre donnait sur un mur de béton gris qui, le matin, bloquait même la dernière trace de lumière. Je me réveillais à 5 heures, regardais le plafond, et il me fallait plusieurs minutes pour me souvenir où j'étais. Et quand je m'en souvenais, le poids revenait d'un coup, comme un coup dans la poitrine qui ne vous fait pas tomber mais ne vous laisse pas bien respirer non plus. J'ai essayé d'appeler Don Eliseo 2 fois cette première semaine. La première fois, il n'a pas répondu. La deuxième fois, Rosa a répondu et m'a dit à voix basse, presque un murmure, que Don Eliseo se reposait et qu'il valait mieux attendre quelques jours. Il y avait quelque chose dans son ton qui n'était pas de la froideur. C'était autre chose, comme si elle voulait me dire quelque chose de plus mais ne le pouvait pas. À ce moment-là, je n'ai pas compris pourquoi. J'ai continué à attendre. Myriam ne m'a pas appelé. Alvaro non plus. Personne de l'entreprise ne m'a contacté pour demander quoi que ce soit. Pour me demander d'expliquer quelque chose en suspens. Pour faire une transition ordonnée. J'ai simplement disparu de ce monde comme si je n'avais jamais existé. 18 ans de travail, de réunions, de décisions, de sacrifices, effacés du jour au lendemain comme on efface un nom sur un tableau noir. C'est à ce moment-là que j'ai compris la véritable ampleur de ce qui se passait. On ne m'avait pas chassé d'une maison. On m'avait effacé d'une vie entière. J'ai essayé de chercher un emploi. J'avais de l'expérience. J'avais des connaissances. J'avais géré une entreprise de taille moyenne pendant des années. Mais le monde des affaires est petit dans certains cercles, reniflement, et quand le bruit a couru que j'avais quitté l'entreprise de Don Eliseo en mauvais termes, les portes ont commencé à se fermer avant même que je puisse y frapper. Ils ne le disaient pas directement, ils ne le font jamais, mais on apprend à lire le silence d'un appel non retourné. On apprend à interpréter le ton d'une secrétaire qui dit « Nous transmettrons le message ». Et on sait que ce message va directement à la poubelle. 3 semaines après avoir quitté cette maison, j'avais assez d'économies pour vivre quelques mois sans désespérer. Mais le sentiment de chute libre n'était pas lié à l'argent, il était lié à l'identité. J'avais construit qui j'étais autour de ce travail, de cette famille, de ce but, et soudain, je n'étais plus rien de tout ça. Qui était Esteban sans tout ça? Je ne le savais pas, et cette question était plus lourde que n'importe quelle dette. Il y a eu une nuit, je crois que c'était un mercredi, où je me suis assis au petit bureau de cette chambre et j'ai sorti un carnet. Je voulais faire une liste de tout ce que j'avais, pas de ce que j'avais perdu, de ce que j'avais. Je voulais me forcer à voir quelque chose de positif.
Il m'a fallu beaucoup de temps pour écrire la première ligne, la santé. J'ai écrit, la santé, et j'ai fixé ce mot pendant plusieurs minutes parce que c'était la seule chose à laquelle je pouvais penser. Un homme de 48 ans en bonne santé avec une valise dans une chambre qui sent la vieille peinture. J'ai fermé le carnet. C'est à cette époque que Myriam a commencé à fréquenter avec Alvaro les mêmes endroits où j'allais. Je ne sais pas si c'était une coïncidence ou intentionnelle, mais je les ai vus ensemble à 2 occasions différentes, et les 2 fois elle m'a regardé de cette façon, avec ce petit sourire. Avec ce calme de quelqu'un qui sait qu'elle a gagné et n'a pas besoin de le dire à voix haute parce que tout le monde le sait déjà. Alvaro ne me regardait même pas. C'était pire. Le mépris exprimé en ignorant quelqu'un est plus cruel que n'importe quelle insulte directe, car l'insulte reconnaît au moins votre existence. Le silence dit que vous ne méritez même pas d'être reconnu. J'ai appris par des contacts communs qu'Alvaro avait commencé à prendre des décisions au sein de l'entreprise. Qu'il s'était présenté à des réunions avec des fournisseurs comme s'il était là depuis des années. Qu'il avait convaincu Don Eliseo, ou du moins c'est ce que tout le monde pensait, de lui donner un rôle formel au sein de l'entreprise. Qu'il changeait des choses, réorganisait, mettait son nom là où le mien était avant. Chaque nouvelle qui arrivait était un nouveau coup de poignard au même endroit. J'ai pensé à me battre légalement pour ma part dans l'entreprise. J'ai consulté un avocat que je connaissais, un homme sérieux qui m'a écouté pendant 1 heure, et à la fin, m'a dit ce que je savais déjà au fond de moi. Sans document formel prouvant ma participation au capital, sans contrat établissant clairement mes droits, je devrais faire face à une bataille longue, coûteuse et incertaine. Et de l'autre côté, il y aurait la famille avec suffisamment de ressources pour faire durer ce processus des années. J'ai quitté cette réunion plus vaincu qu'en y arrivant. 2 mois se sont écoulés ainsi. 2 mois de silence, d'une chambre grise, de nouvelles qui faisaient mal, de longues nuits à regarder le plafond, 2 mois à être le fantôme de moi-même. Et puis Don Eliseo a empiré. Je l'ai appris par Rosa, qui de temps en temps m'envoyait des messages courts et brefs comme quelqu'un qui jette une petite pierre dans l'eau pour voir si quelqu'un l'entend. Elle m'a dit que Don Eliseo avait eu une rechute. Que les médecins n'étaient pas optimistes. Qu'il avait demandé de mes nouvelles. Cette dernière partie m'a interpellé. Qu'il avait demandé de mes nouvelles. Myriam m'avait dit que son père était d'accord avec tout. Qu'il soutenait la décision. Qu'il considérait qu'il était préférable que je parte. Mais un homme qui soutient votre départ ne demande pas de vos nouvelles 2 mois plus tard. Quelque chose n'allait pas. J'ai demandé à Rosa de lui dire que je voulais le voir. Elle m'a dit qu'elle essaierait. 3 jours plus tard, elle m'a appelé et m'a donné une adresse et une heure. C'était la maison de campagne de Don Eliseo à la périphérie de la ville, un endroit où il allait se reposer le week-end, entouré d'arbres et de silence, un endroit que je connaissais bien car nous y avions passé de nombreux moments ensemble au fil des ans. J'y suis allé seul, sans rien dire à personne. Don Eliseo était dans un fauteuil près de la fenêtre quand je suis entré. Il était plus mince, plus pâle. L'âge et la maladie avaient pris sur son corps, mais pas sur son regard. Ses yeux étaient toujours les mêmes, intenses, directs, ces yeux qui vous donnent l'impression d'être lus à l'intérieur. Il m'a vu entrer et m'a désigné le fauteuil en face de lui. Nous nous sommes assis. Rosa a fermé la porte et nous a laissés seuls. Il y a eu un long silence, un de ces silences qui ne sont pas inconfortables mais nécessaires, comme si nous avions tous les 2 besoin d'un moment pour organiser ce que nous allions dire. C'est lui qui a parlé le premier. Esteban, il y a des choses que tu ne sais pas et il y a des choses que je n'aurais pas dû taire. Je l'ai regardé sans l'interrompre. Ce que Myriam t'a dit à mon sujet n'est pas vrai. Je ne t'ai jamais demandé de partir. Je n'ai jamais été d'accord. Mais quand j'ai appris ce qui s'était passé, il était déjà trop tard pour l'arrêter sans causer de plus grands dommages. Alors, j'ai décidé d'agir différemment. Il s'est arrêté, a respiré lentement. Je prépare quelque chose depuis un certain temps, quelque chose que je veux que tu aies quand je ne serai plus là, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu ne dises rien pour l'instant. Je ne comprenais pas exactement de quoi il parlait, mais quelque chose dans sa voix, quelque chose dans la façon dont il me regardait, me disait que c'était sérieux, que ce n'étaient pas les paroles d'un homme faible réconfortant quelqu'un qui avait perdu. C'étaient les paroles de quelqu'un qui avait pris une décision et l'exécutait avec soin. « Qu'est-ce que vous préparez, Don Eliseo ?» lui ai-je demandé. Il a à peine souri avec ce petit sourire que je lui avais vu quelquefois, mais qui signifiait toujours la même chose, qu'il savait quelque chose que les autres ne savaient pas. « Patience,
m'a-t-il dit. Chaque chose en son temps. J'ai quitté cette maison sans réponse concrète, mais je suis parti différemment de la façon dont j'étais entré car pour la première fois en 2 mois, au milieu de toute cette douleur et de cette défaite, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Une petite, presque imperceptible lueur d'espoir. J'ai quitté cette maison de campagne avec plus de questions que de réponses, mais il y avait quelque chose de différent en moi, une sorte de fil fin que quelqu'un avait placé dans mes mains sans encore m'expliquer où il menait. Ce n'était pas assez pour changer quoi que ce soit. Ce n'était pas assez pour me rendre ce que j'avais perdu, mais c'était assez pour que j'arrête de fixer le plafond la nuit avec ce sentiment de chute libre qui m'avait accompagné pendant 2 mois. Don Eliseo savait quelque chose et avait décidé de me le dire. Cela signifiait quelque chose. Je ne savais pas exactement quoi, mais cela signifiait quelque chose. Je suis retourné dans ma chambre louée cet après-midi-là et je me suis assis au bord du lit. J'ai repassé chaque mot qu'il m'avait dit, chaque pause, chaque regard. J'ai essayé de reconstituer une carte avec les pièces que j'avais, mais elles étaient trop peu nombreuses et trop vagues. La seule chose concrète était ceci, Don Eliseo m'avait dit qu'il préparait quelque chose, qu'il voulait que je l'ai quand il ne serait plus là, et qu'il avait besoin que je lui fasse confiance et que je ne dise rien pour l'instant. Confiance et silence. C'est ce qu'il me demandait, et moi, qui n'avais rien d'autre, j'ai décidé de les lui accorder. Les semaines suivantes furent étranges. De l'extérieur, ma vie restait la même. La même chambre, la même routine grise, les mêmes tentatives de recherche d'emploi qui n'aboutissaient à rien de concret, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Je ne me sentais plus complètement à la dérive. Il y avait une encre, même si je ne pouvais pas encore la voir. Rosa m'envoyait de temps en temps des messages courts, discrets, comme si elle avait peur que quelqu'un vérifie son téléphone. Elle me disait que Don Eliseo était stable, qu'il continuait ses réunions avec l'avocat Anselmo, que Myriam n'allait presque pas le voir, qu'Alvaro avait essayé de lui rendre visite 2 fois et que les 2 fois, Don Eliseo avait demandé qu'on le laisse se reposer. Ce dernier détail a attiré mon attention. Alvaro essayait de se rapprocher du vieil homme, et le vieil homme l'évitait. Cela ne correspondait pas à l'image que Myriam avait construite. L'image d'un père qui soutenait complètement la nouvelle situation, qui bénissait la relation, qui avait accepté Alvaro comme s'il était de la famille. Quelque chose clochait. Et pendant que je rassemblais ces petites pièces à distance, la vie de Myriam et Alvaro continuait d'avancer avec une normalité que je trouvais insupportable. J'ai appris qu'ils avaient organisé une petite fête à la maison, qu'ils avaient invité quelques connaissances communes, qu'ils s'étaient publiquement présentés comme un couple sans aucune honte. Qu'Alvaro avait commencé à signer des documents internes de l'entreprise avec un rôle que personne ne lui avait officiellement accordé. Ou du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Il vivait dans la maison qui avait été la mienne pendant 18 ans, dormait dans une chambre qui avait été la nôtre, et j'étais toujours dans cette chambre grise avec une fenêtre donnant sur un mur. Il y a eu une nuit où le poids était trop lourd. Je ne vais pas mentir. Il y a eu une nuit où je me suis demandé si cela avait un sens de continuer à attendre quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Si les paroles de Don Eliseo n'avaient été que les paroles d'un homme malade qui voulait réconforter quelqu'un qu'il avait aimé comme un fils. Si l'espoir que j'avais ressenti en quittant cette maison de campagne n'était qu'une illusion que je m'étais construite moi-même parce que j'avais besoin de croire en quelque chose. Je suis resté avec cette question pendant longtemps, puis Rosa m'a appelé. Ce n'était pas un message cette fois. C'était un appel, et sa voix avait cette même urgence que la première fois qu'elle m'avait contacté il y a des mois, quand elle m'avait demandé de la retrouver au café pour me parler de Myriam et Alvaro. Don Esteban, Don Eliseo veut vous voir demain matin à la maison de campagne, et il m'a demandé de vous dire quelque chose. Il y eut une brève pause. Il m'a demandé de vous dire que c'est prêt. J'ai raccroché le téléphone et suis resté immobile pendant plusieurs secondes. C'est prêt. Je ne sais pas pourquoi ces 3 mots m'ont affecté de la sorte. Peut-être parce qu'après des mois de silence et d'obscurité, entendre que quelque chose était prêt, c'était comme entendre le sol redevenir ferme, qu'il y avait un plan, que quelqu'un avait travaillé en silence pendant que j'essayais de survivre. Je suis arrivé à la maison de campagne le lendemain avant 8 heures du matin. Rosa m'a ouvert la porte. Elle était plus sérieuse que d'habitude. Elle m'a conduit directement au bureau de Don Eliseo sans dire un seul mot en chemin. Cela aussi me disait quelque chose. Rosa était une femme qui parlait quand elle avait quelque chose à dire et se taisait quand une situation l'exigeait. Et à ce moment-là, son silence était plus éloquent que n'importe quelle explication.
Don Eliseo était assis derrière son bureau. La première fois que je l'avais vu après tout ça, il était près de la fenêtre dans un fauteuil avec cette fragilité des corps qui cèdent déjà. Mais ce jour-là, il était différent, droit, avec un dossier devant lui et une expression que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. La concentration. L'expression d'un homme qui a quelque chose d'important à faire et qui est déterminé à le faire bien. Il m'a désigné la chaise. Je me suis assis et cette fois, il n'y a pas eu de long silence. Cette fois, il a parlé presque immédiatement. Esteban, ce que je vais te dire aujourd'hui ne peut pas quitter cette pièce avant le bon moment. Tu me comprends? Oui, ai-je répondu. Ce que Myriam et Alvaro font n'a pas commencé quand tu l'as découvert, ça a commencé bien plus tôt. Et ce n'était pas juste une trahison entre deux. C'était quelque chose de plus calculé que ça. Il s'est arrêté un instant, a ouvert le dossier. Alvaro n'est pas celui qu'il prétend être. Avant même d'entrer dans cette famille, il avait déjà un plan et ma fille, bien que je ne sache pas si par amour ou par ambition, est devenue une partie de ce plan. Il a ensuite expliqué ce qu'il avait découvert au cours des mois précédents. Avec l'aide de l'avocat Anselmo, son avocat de confiance depuis plus de 20 ans, il avait examiné certains mouvements au sein de l'entreprise, des mouvements qui avaient commencé peu de temps après l'apparition d'Alvaro. De petits transferts au début, presque imperceptibles, des changements subtils dans certains contrats avec les fournisseurs, des modifications de certains documents internes qui, en apparence, étaient des corrections de format, mais qui altéraient fondamentalement des choses importantes. Alvaro avait préparé le terrain pour prendre le contrôle de l'entreprise, et il l'avait fait lentement, avec patience, sachant que tant qu'il avait Myriam de son côté et que Don Eliseo croyait que tout allait bien, personne n'allait regarder de trop près. Je l'ai écouté sans l'interrompre. À l'intérieur, je ressentais un mélange de rage et de quelque chose qui s'apparentait à du soulagement. Rage parce que la trahison était bien plus profonde que je ne l'avais imaginé. Soulagement parce que cela confirmait que je n'étais pas fou. Que ce que j'avais ressenti dès le début, ce malaise que je n'avais jamais pu nommer quand Alvaro était apparu, avait une raison réelle. Et que faites-vous de tout ça, lui ai-je demandé. Don Eliseo a fermé le dossier, m'a regardé droit dans les yeux. Je construis une réponse avec Anselmo. Nous travaillons depuis des mois sur quelque chose qui protégera ce qui est juste. Il y a des documents, il y a des registres, il y a des choses qu'Alvaro pense avoir détruites mais qui existent toujours. Et il y a autre chose. Il a fait une pause. J'ai enregistré quelque chose, une déclaration, pour qu'il y ait une trace de tout ce que je sais et de ce que je veux qu'il se passe quand je ne serai plus là pour le dire en personne. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Un enregistrement? Don Eliseo, ne m'interrompez pas, a-t-il dit sans dureté, mais fermement. Je sais qu'il me reste peu de temps. Les médecins sont assez clairs à ce sujet, et je ne suis pas du genre à me laisser berner par de belles paroles. J'ai donc utilisé le temps qu'il me reste pour faire ce que je devais faire, et une partie importante de cela, c'est toi. Je l'ai regardé sans savoir quoi dire. Tu es l'homme le plus honnête qui soit entré dans cette famille, Esteban. Et ce qu'ils t'ont fait n'était pas juste. Ce qu'ils t'ont fait ne restera pas comme ça. Ces mots m'ont frappé d'une manière que je n'attendais pas. Non pas parce qu'ils étaient dramatiques, mais parce qu'ils étaient simples, directs, prononcés par un homme qui ne disait jamais rien qu'il ne pensait pas. J'ai quitté cette maison près d'1 heure plus tard. Le soleil était haut. Les arbres autour de la maison de campagne projetaient de longues ombres sur le chemin de terre. Je me suis arrêté un instant avant d'atteindre la voiture. J'ai respiré. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment respiré. Je ne savais pas exactement ce que Don Eliseo avait préparé. Je ne savais pas ce que disait cet enregistrement. Je ne savais pas ce que contenaient ces documents, ni quel était le plan complet que lui et Anselmo avaient construit en silence pendant tous ces mois. Mais je savais quelque chose que je ne savais pas avant, que je n'étais pas seul, que quelqu'un s'était battu pour moi alors que je pensais que personne ne me voyait, et que ce qui allait arriver ne serait pas la fin que Myriam et Alvaro avaient prévue. Ce serait quelque chose de complètement différent. Don Eliseo est mort un mardi matin. Rosa m'a appelé avant de le dire à qui que ce soit d'autre. Sa voix était calme, avec ce calme qui n'est pas de la froideur, mais de l'épuisement. Le calme de quelqu'un qui attend quelque chose depuis longtemps, et quand cela arrive enfin, n'a plus de nouvelles larmes à donner. Il est décédé tôt ce matin, Don Esteban, paisiblement dans son sommeil. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis au bord du lit pendant un long moment.
Je ne sais pas combien de temps a passé. La chambre restait la même. La fenêtre donnait toujours sur le même mur gris, mais quelque chose dans l'air semblait différent, comme lorsque la pression change avant un orage. Don Eliseo était parti, et avec lui, la dernière personne qui m'avait traité avec honnêteté depuis longtemps. J'ai pleuré. Je ne vais pas prétendre que non. J'ai pleuré pour lui, pour ce qu'il était, pour les années que nous avons partagées, pour les après-midi de café dans son bureau, pour sa façon de parler sans détour, pour ce regard qui semblait toujours en savoir plus qu'il ne le disait. J'ai aussi pleuré, bien que ce soit difficile à admettre, pour moi, pour tout ce que sa mort signifiait, pour le sentiment que la dernière personne qui pouvait changer le cours des choses n'était plus là. Mais au milieu de cette douleur, il y avait autre chose. Ces derniers mots dans cette maison de campagne résonnaient encore. Ce qu'ils t'ont fait ne restera pas comme ça. Je me suis accroché à ces mots comme à une corde au milieu de l'eau. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. J'y suis allé. Je ne pouvais pas ne pas y aller. Don Eliseo avait fait partie de ma vie pendant près de 2 décennies, et aucune trahison, aucune humiliation n'allait m'empêcher de lui dire au revoir avec respect. Myriam était là, bien sûr, en noir avec cette expression composée que les gens utilisent aux enterrements quand ils savent qu'on les regarde. Alvaro à ses côtés, mal à l'aise dans son costume, regardant autour de lui avec cette discrétion forcée de quelqu'un qui sait qu'il n'est pas tout à fait à sa place mais qui est déterminé à agir comme si c'était le cas. Ils m'ont vu entrer. Myriam m'a regardé à peine une seconde et a détourné le regard. Alvaro a fait comme d'habitude. Il m'a complètement ignoré. Je suis resté au fond. J'ai salué les gens que je connaissais. Je suis resté le temps nécessaire. J'ai dit au revoir à Don Eliseo en silence devant le cercueil avec une promesse que je n'ai pas dite à voix haute mais que j'ai ressentie avec toute la clarté du monde. Je suis parti avant tout le monde. 2 semaines plus tard, la lettre est arrivée. Je l'ai trouvée dans la boîte aux lettres un matin entre les factures et les publicités. Une enveloppe blanche avec l'entête d'un cabinet d'avocats. Le nom dans le coin supérieur gauche était celui de l'avocat Anselmo. Je l'ai ouverte sur le champ, debout près de la boîte aux lettres. C'était une convocation formelle pour la lecture du testament de Don Eliseo. Date, heure, adresse. Et à la fin, une ligne que l'avocat avait ajoutée à la main d'une écriture petite et soignée, comme s'il voulait s'assurer que je la lise bien. Il est important que vous soyez présent. Il y a des questions qui vous concernent directement. J'ai lu cette ligne 3 fois, j'ai mis l'enveloppe dans ma poche et je suis rentré dans l'immeuble. Je me suis assis à la petite table de ma chambre et j'ai posé l'enveloppe devant moi. Je l'ai fixée pendant plusieurs minutes sans la toucher, comme si elle contenait quelque chose qui pouvait changer de forme si je la déplaçais trop vite. L'avocat Anselmo, le même homme que Don Eliseo avait mentionné, le même avec qui il travaillait en silence depuis des mois, le même qui savait ce que Don Eliseo avait préparé. Quelque chose était sur le point de se produire. Je ne savais pas exactement quoi, mais la lettre était la confirmation que tout ce que Don Eliseo m'avait dit dans cette maison de campagne n'avait pas été le réconfort d'un homme malade. Ça avait été l'avertissement d'un homme qui avait un plan. Les jours suivants furent les plus étranges de toute cette période. Car pendant que j'attendais avec un mélange de nervosité et d'espoir que je ne savais pas trop comment gérer, Myriam et Alvaro vivaient dans l'ignorance totale de ce qui allait arriver. Je le savais parce que des contacts communs, ce réseau invisible de connaissances qui en savent toujours plus que vous ne le voudriez, continuaient de m'apporter de petites nouvelles. Myriam avait commencé à parler de changements dans l'entreprise, de plans d'expansion, d'une nouvelle structure qu'Alvaro était en train de concevoir. Elle parlait avec l'assurance de quelqu'un qui sait déjà ce qu'elle va hériter, qui a déjà escompté l'avenir et dépense ce qui n'est pas encore entre ses mains mais qui est sûr que ça arrivera. Alvaro, de son côté, avait fait quelque chose qui m'a semblé révélateur quand je l'ai appris. Il a essayé de contacter directement l'avocat Anselmo avant la lecture du testament pour avoir une réunion privée. Anselmo avait décliné poliment mais fermement. Il lui avait dit que tout serait discuté à la date prévue et qu'aucune réunion préalable avec les parties concernées n'était appropriée. Alvaro avait insisté 2 fois de plus. Les 2 fois, la même réponse. Quand j'ai appris ça, quelque chose a fait-il dans ma tête avec une clarté qui m'a surpris. Alvaro n'était pas tranquille. Alvaro était inquiet. Et un homme qui agit avec cette assurance de gagnant ne cherche pas de réunion privée avec l'avocat avant la lecture, à moins qu'il y ait quelque chose qui le préoccupe, quelque chose qu'il ne contrôle pas entièrement. J'ai commencé à comprendre que le plan de Don Eliseo avait été plus sophistiqué que je ne l'imaginais.
3 jours avant la lecture du testament, j'ai reçu un autre signe. Rosa m'a rappelé. Cette fois, sa voix était différente. Il y avait quelque chose que je n'avais pas entendu auparavant. Ce n'était pas de l'urgence. C'était quelque chose qui ressemblait à la satisfaction contenue de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de voir quelque chose qu'il attend depuis longtemps. Don Esteban, je veux que vous sachiez que j'étais présente à plusieurs des conversations que Don Eliseo a eues avec l'avocat Anselmo. Il m'a demandé d'y être. Il m'a demandé d'être témoin de certaines choses. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais je veux que vous sachiez que ce que vous allez entendre dans cette pièce ne sera pas ce que Myriam et Alvaro s'attendent à entendre. Elle fit une pause. Don Eliseo était un homme qui voyait tout. Tout, Don Esteban, même si on ne le croyait pas. Elle a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit. Je suis resté là avec le téléphone à la main, regardant le mur gris habituel, mais cette fois sans sentir son poids habituel car sur ce mur, à ce moment-là, je ne voyais plus une barrière. Je voyais quelque chose qui était sur le point de céder. La nuit précédant la lecture du testament, j'ai à peine dormi. Pas par peur, mais à cause de cette tension particulière qui précède les moments importants. Cette tension que l'on ressent quand on sait que quelque chose va changer, mais qu'on ne sait pas encore exactement comment ni dans quelle direction. J'ai passé en revue tout ce que je savais. Don Eliseo avait découvert le plan d'Alvaro. Il avait travaillé avec Anselmo pendant des mois pour le documenter. Il avait enregistré une déclaration. Il avait préparé quelque chose qu'il voulait que j'aie. Rosa avait été témoin de tout ce processus, et Alvaro, sans le savoir, avait marché avec toute son arrogance dans un piège qu'il avait lui-même aidé à construire avec chaque mensonge, chaque document altéré, chaque mouvement calculé qu'il croyait invisible. Ce que je ne savais toujours pas, c'était l'ampleur de ce que Don Eliseo avait préparé. Je ne savais pas jusqu'où allait sa découverte. Je ne savais pas ce que disait cet enregistrement. Je ne savais pas ce que contenait cet épais dossier que l'avocat Anselmo avait sur son bureau. Je suis arrivé au bureau de l'avocat Anselmo avec 10 minutes d'avance. La réceptionniste m'a immédiatement fait entrer dans une petite salle d'attente. Elle m'a offert un café. Je l'ai accepté même si je n'avais ni faim ni soif. J'avais besoin d'occuper mes mains avec quelque chose. J'ai entendu des voix dans le couloir quelques minutes plus tard, puis ils sont entrés. Myriam d'abord, avec cette robe bleu marine. Ses cheveux attachés, les épaules en arrière avec cette posture de quelqu'un qui arrive pour recevoir ce qui lui revient de droit et qui ne peut imaginer que le résultat soit différent de ce qu'elle attend. Alvaro derrière elle. Sa main posée sur son dos. Confiant, calme en surface, mais je l'ai observé avec des yeux différents ce jour-là et j'ai vu ce que je n'avais pas voulu voir auparavant. Son calme n'était pas naturel. Il était construit. C'était le calme de quelqu'un qui a répété comment paraître calme parce qu'à l'intérieur, il ne l'est pas complètement. Ils m'ont vu. Myriam m'a fait ce même petit sourire habituel. Alvaro a détourné le regard. Nous nous sommes assis en silence autour de la table, puis l'avocat Anselmo est entré avec un épais dossier sous le bras. Il s'est assis, nous a regardés tous les trois et sans préambule, sans aucune des formalités que l'on attend au début d'une lecture, a dit quelque chose qui a changé la température de cette pièce en une seconde. Avant de commencer, j'ai besoin que vous écoutiez tous un enregistrement. Myriam a cessé de sourire. Alvaro s'est tendu, et j'ai senti mon cœur battre dans ma poitrine avec une force que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Anselmo a posé le petit enregistreur au centre de la table. Ses doigts reposaient sur le bouton. Il m'a regardé une seconde avant d'appuyer. Juste une seconde. Et dans cette seconde, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui n'était pas seulement le sérieux d'un avocat faisant son travail. C'était quelque chose qui ressemblait à la justice sur le point de se produire. Il a appuyé sur lecture. La voix de Don Eliseo a rempli la pièce et le temps s'est arrêté. Ce n'est pas une figure de style, c'est exactement ce qui s'est passé. Quelque chose dans cette voix rauque et lente, avec ce poids particulier des hommes qui ont beaucoup vécu et appris à ne pas gaspiller les mots, nous a tous les trois complètement figés. Comme si l'air de la pièce s'était transformé en une autre matière, plus dense, plus difficile à mouvoir. Si vous écoutez ceci, c'est parce que je ne suis plus là et que le moment est venu de dire ce que j'ai trop longtemps gardé sous silence pour des raisons que je croyais valables et que je reconnais aujourd'hui, d'où j'enregistre ceci, ne l'était pas tant que ça. Myriam avait les yeux fermés.
Alvaro regardait l'enregistreur avec l'expression de quelqu'un qui essaie de déchiffrer l'ampleur des dégâts avant qu'ils ne se produisent complètement. Je ne pouvais pas bouger un muscle. Mon nom est Eliseo et voici ce que je sais. Ce qui a suivi au cours des minutes suivantes a été l'une des choses les plus extraordinaires que j'ai entendues de ma vie. Non pas parce que Don Eliseo utilisait des mots grandiloquents, ni parce que sa voix avait un drame calculé, mais précisément le contraire. Il parlait avec le calme de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre ou à gagner, avec la sérénité particulière de quelqu'un qui laisse un témoignage, pas qui fait un discours. Il a commencé par le début. Il a dit qu'Alvaro était entré dans sa vie présenté comme un homme d'affaires intéressé par un éventuel partenariat. Que dès le premier instant, quelque chose chez lui avait provoqué un malaise qu'il n'avait pas su nommer au début. Qu'il l'avait observé pendant des semaines avant de lui donner un accès réel aux informations de l'entreprise, mais que Myriam avait insisté. Que Myriam l'avait pressé avec une énergie qu'il avait interprétée à l'époque comme un véritable enthousiasme pour l'entreprise familiale et qu'il n'a compris que plus tard que c'était autre chose. De l'urgence. Ma fille était pressée, a dit Don Eliseo dans l'enregistrement. Et quand un être cher est pressé dans une affaire d'argent, il faut poser plus de questions qu'on ne le fait. Je ne les ai pas posées à temps. C'est quelque chose que je devrais porter. Il a fait une brève pause. On pouvait l'entendre respirer. Mais ce que j'ai fait quand j'ai enfin ouvert les yeux, c'est de ne pas rester les bras croisés. Puis il a commencé à détailler ce qu'il avait découvert avec des dates, des noms, des montants. Les premiers mouvements irréguliers avaient eu lieu près de 8 mois avant que je ne découvre la trahison. De petits transferts d'un compte professionnel secondaire vers une société qu'Alvaro contrôlait par l'intermédiaire d'un tiers. Des montants qui, individuellement, n'attiraient pas l'attention, mais qui, additionnés, représentaient près de 42 000 $ sur une période de 6 mois. Myriam a ouvert les yeux en entendant le chiffre. Alvaro n'a pas bougé, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Don Eliseo a continué. Il a dit qu'avec l'avocat Anselmo, il avait suivi chacun de ses mouvements. Qu'ils avaient engagé un comptable externe de confiance. Quelqu'un sans lien avec la famille ou l'entreprise pour examiner les registres des 2 dernières années avec un œil indépendant. Que ce comptable avait trouvé non seulement les transferts, mais quelque chose de plus grave. Des documents modifiés. 2 contrats avec des fournisseurs importants avaient été subtilement altérés. Les modifications étaient minimes en apparence. Des changements dans les termes et conditions des clauses secondaires, mais elles avaient un effet concret. Elles détournaient une commission initialement convenue avec l'entreprise familiale vers un compte différent. Un compte qui, après avoir suivi la piste attentivement, s'est avéré être à nouveau lié à Alvaro. Ce n'était pas une erreur, a dit Don Eliseo. C'était un système. Petit au début, conçu pour passer inaperçu, conçu pour que, quand je ne serai plus là, personne ne sache où chercher ce qu'il fallait chercher. La pièce était dans un silence absolu. Seule la voix d'un homme mort disant la vérité aux vivants. Mais ils ont commis une erreur. 2 erreurs, pour être exact. Pause. La première a été de me sous-estimer. La seconde a été de ne pas savoir que Rosa documentait tout ce qu'elle voyait et entendait dans cette maison depuis des mois. Et Rosa est une femme qui a une très bonne mémoire. Alvaro a tourné la tête vers la porte comme s'il s'attendait à ce que Rosa entre. À ce moment-là, elle n'est pas entrée, mais le mouvement l'a complètement trahi. Pour la première fois depuis notre entrée dans cette pièce, son sang-froid s'est vraiment brisé. Seulement pour une seconde, mais c'était suffisant. Je l'ai vu, et je pense que l'avocat Anselmo l'a vu aussi. L'enregistrement a continué. Don Eliseo a ensuite parlé de moi, et cette partie a été la plus difficile à écouter sans que ma voix ne se brise à l'intérieur. Esteban est entré dans cette famille comme un jeune homme désireux de construire quelque chose, et il a construit. Il ne l'a pas fait pour l'argent, bien que l'argent en ait fait partie. Il l'a fait parce qu'il était l'un de ces hommes qui ont besoin de sentir qu'ils appartiennent à quelque chose, et que ce quelque chose en vaut la peine. Je l'ai vu travailler pendant des années. Je l'ai vu prendre des décisions difficiles pour lesquelles personne ne l'a remercié. Je l'ai vu rester quand n'importe qui d'autre serait parti. Et je l'ai vu partir en silence quand on lui a dit de partir, sans se battre, sans salir le nom de personne, parce que c'est comme ça qu'il est. J'ai respiré lentement. Ce que nous lui avons fait n'était pas juste. Ce que j'ai fait en me taisant trop longtemps n'était pas juste non plus. Et c'est en partie ma façon de réparer ça. Myriam avait les yeux ouverts maintenant, regardant l'enregistreur avec une expression que je ne lui avais jamais vue.
Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas encore de la peur. C'était quelque chose qui ressemblait plus à de l'incrédulité. Le sentiment que le sol qu'elle croyait solide montrait des fissures qu'elle n'avait pas vues auparavant. Don Eliseo a parlé pendant plusieurs minutes encore. Il a détaillé le travail qu'il avait fait avec Anselmo. Il a mentionné les documents qu'ils avaient rassemblés. Il a parlé des décisions qu'il avait prises concernant le testament et la raison de chacune d'elles. Il n'a pas révélé tous les détails dans l'enregistrement. C'était le travail de l'avocat, mais il a rendu sa volonté très claire et pourquoi. Et à la fin, avant que l'enregistrement ne se termine, il a dit quelque chose qui m'était directement adressé. Je le savais parce qu'il a utilisé mon nom. Esteban. Si tu es dans cette pièce à écouter ça, je veux que tu saches que je n'ai jamais douté de toi un seul jour. Ce dont j'ai douté, c'est de ma propre capacité à agir à temps. Mais j'ai agi. Tard, peut-être, mais j'ai agi, et j'espère que ce que j'ai laissé préparer est suffisant pour te donner ce que tu mérites. Pas comme une compensation, mais comme une justice. L'enregistrement s'est terminé. Le silence qui a suivi était différent d'avant. Avant, c'était le silence de l'attente. Maintenant, c'était le silence de quelque chose qui s'était déjà produit et qui ne pouvait être défait, comme le silence après que quelque chose de lourd tombe et que l'on traite encore l'impact. Alvaro a été le premier à bouger. Il s'est levé lentement, comme si ses jambes n'étaient pas tout à fait sûres de pouvoir le supporter. Il a regardé l'avocat Anselmo avec une expression qui tentait d'être de l'indignation, mais qui était en fait autre chose. C'était la tentative désespérée de quelqu'un qui ne sait pas encore à quel point les autres en savent et qui essaie de calculer son prochain coup. C'est de la manipulation, a-t-il dit. Sa voix semblait plus fine qu'il ne l'aurait voulu. Un homme malade dans ces derniers mois influencé par. Veuillez vous asseoir, a dit Anselmo. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Alvaro s'est assis. Myriam n'avait rien dit. Elle regardait toujours l'enregistreur comme si Don Eliseo allait parler à nouveau, comme s'il y avait une version alternative de ce qu'elle venait d'entendre qui n'était pas encore arrivé. Anselmo a ouvert le dossier. Ce que vous venez d'entendre est l'une des pièces de ce processus, a-t-il dit. Ce n'est pas la seule. Il a sorti le premier document et l'a posé sur la table avec ce calme particulier des hommes qui ont fait ce travail de nombreuses fois et qui connaissent exactement le poids de chaque papier qu'ils mettent devant quelqu'un. Ceci est le rapport du comptable externe engagé par Don Eliseo il y a 10 mois. Il détaille précisément chaque mouvement irrégulier identifié dans les registres comptables de l'entreprise au cours des 2 dernières années. Les dates, les montants, les comptes d'origine et de destination. Il l'a poussé doucement vers le centre de la table. Alvaro l'a regardé, ne l'a pas touché. Ceci, a poursuivi Anselmo, en sortant un deuxième document, est une analyse comparative des contrats originaux avec les fournisseurs et des versions modifiées qui apparaissent dans les registres actuels de l'entreprise. Les différences sont marquées. Deuxième document sur la table. Myriam a de nouveau fermé les yeux. Et ceci, a dit Anselmo, en posant un troisième papier avec le même calme, et le témoignage écrit et signé de Rosa en sa qualité de témoin oculaire de multiples conversations et situations survenues à la résidence de Don Eliseo au cours de la dernière année et demie. Le silence a de nouveau changé de texture. Alvaro a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, a dit Anselmo, en les regardant tous les deux avec une sérénité qui était presque imposante, je vous informe que toute cette documentation a déjà été soumise aux autorités compétentes. Nous ne sommes pas ici pour négocier. Nous sommes ici pour procéder au testament de Don Eliseo. Je l'ai regardé et pour la première fois depuis des mois, pour la première fois depuis cette nuit où j'ai quitté ma maison avec une valise et le sentiment que tout était fini, j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas seulement de l'espoir. C'était de la certitude. Quelque chose s'était brisé dans cette pièce et ce qui s'était brisé était irréparable. Anselmo a laissé les 3 documents sur la table et nous a regardés tous les 3 avec ce calme que j'avais déjà commencé à reconnaître comme sa manière naturelle d'opérer. Ce n'était pas de la froideur, c'était de la précision. La précision d'un homme qui avait passé sa vie à gérer des situations difficiles et avait appris que celui qui contrôle le rythme contrôle tout le reste. Nous procédons à la lecture, a-t-il dit. Alvaro a essayé d'interrompre une fois de plus. Il a dit quelque chose sur le fait de contester le processus, de trouver son propre avocat, sur le fait que rien de ce qui était présenté dans cette pièce n'aurait de validité sans un examen indépendant. Anselmo l'a laissé finir.
Vous avez tout à fait le droit de chercher une représentation légale, a-t-il répondu. Je vous le recommande. Mais cela n'arrête pas ce processus, ni ne change ce que Don Eliseo a disposé. Si vous avez des objections formelles, la voie est judiciaire. Et je vous préviens que cette voie sera longue et très coûteuse pour vous, compte tenu de la documentation qui existe déjà. Alvaro n'a plus rien dit. Il s'est adossé à sa chaise, les bras croisés, dans cette posture de quelqu'un qui feint l'indifférence parce qu'il n'a plus d'autres options visibles. Mais ses yeux n'étaient pas indifférents. Ses yeux continuaient de bouger, de calculer, de chercher une issue qu'il ne voyait toujours pas clairement. Myriam est restée silencieuse. Cela a attiré mon attention. Depuis notre entrée dans cette pièce, Myriam n'avait pas dit un seul mot. Ni quand l'enregistrement s'est terminé. Ni quand Anselmo a présenté les documents. Ni quand Alvaro a essayé de protester. Elle était restée immobile, les mains sur la table, fixant un point que je ne pouvais identifier, comme si elle avait une conversation interne qui consumait toute son attention. Anselmo a commencé la lecture formelle du testament, et ce qu'il a révélé au cours des minutes suivantes, c'était comme regarder des dominos tomber les uns après les autres, avec cette inévitabilité que seules les choses planifiées avec grand soin et beaucoup de temps possèdent. La première disposition concernait la maison familiale, la maison où Myriam et moi avions vécu pendant des années, la maison où elle et Alvaro vivaient maintenant avec tout le confort de ceux qui croient que l'avenir est déjà résolu. Don Eliseo avait disposé que cette propriété ne pouvait être vendue, louée ou transférée pendant une période de 5 ans. Elle était placée dans une fiducie gérée par Anselmo avec des instructions spécifiques sur son utilisation. Myriam pouvait continuer à y vivre pendant cette période, mais sans pouvoir effectuer de transactions avec elle. Et à la fin des 5 ans, la décision sur sa destination finale serait soumise à certaines conditions qu'Anselmo détaillerait en temps voulu. Alvaro a décroisé les bras. C'était un petit mouvement, presque imperceptible, mais je l'ai remarqué parce que ce mouvement disait ce que ces mots ne pouvaient pas dire à ce moment-là. Il disait que quelque chose qu'il avait prévu dépendait de cette propriété, de pouvoir en faire quelque chose bientôt, et il venait de découvrir que ce ne serait pas possible. Anselmo a continué. La deuxième disposition concernait l'entreprise. Don Eliseo avait restructuré la composition de l'actionnariat de l'entreprise dans les mois précédant sa mort. Il l'avait fait légalement, avec tous les documents en ordre, signés devant notaire, enregistrés auprès des autorités compétentes. Le processus avait été silencieux et méticuleux, exactement comme il était. Le résultat était le suivant, Alvaro n'avait aucune participation formelle dans l'entreprise. Il n'en avait jamais eu, malgré ce qu'il avait essayé de construire avec ses mouvements internes. Et Myriam, qui était actionnaire en tant qu'héritière naturelle, voyait maintenant sa participation soumise aux mêmes restrictions que la fiducie. Elle ne pouvait pas vendre, elle ne pouvait pas transférer, elle ne pouvait pas prendre de décisions unilatérales sur l'entreprise sans l'approbation de l'administrateur désigné par Don Eliseo. Cet administrateur était Anselmo pour une période minimale de 3 ans. Myriam a pris une profonde inspiration, pour la première fois depuis notre entrée. Quelque chose dans sa posture a changé. Ses épaules sont tombées d'une fraction, mais elles sont tombées. L'entreprise continuera à fonctionner sous la supervision de la fiducie, a expliqué Anselmo. Les décisions opérationnelles quotidiennes seront gérées par l'équipe déjà en place. Personne d'extérieur à l'entreprise n'aura accès aux comptes, au contrat ou au registre sans l'autorisation expresse de l'administrateur. Alvaro a ouvert la bouche. C'est absurde. Je travaille dans cette entreprise depuis. Vous n'apparaissez dans aucun document officiel de cette entreprise, a dit Anselmo sans lever les yeux du dossier. Aucun contrat, aucun registre d'action, aucune nomination formelle. Tout ce que vous avez fait au sein de cette entreprise sans documentation à l'appui fait précisément partie de ce qui est en cours d'examen par les autorités compétentes. Le silence qui a suivi était différent de tous les précédents, car dans ce silence, pour la première fois, Alvaro paraissait petit, pas physiquement, mais d'une autre manière. De cette manière dont les gens deviennent petits lorsque l'histoire qu'ils ont construite sur eux-mêmes commence à s'effondrer en public et qu'ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Anselmo est passé à la troisième disposition et c'est celle qui m'a laissé sans voix. Don Eliseo avait effectué un virement direct à mon nom 18 mois avant sa mort. Un virement qu'il avait orchestré via un compte dont j'ignorais totalement l'existence, géré par Anselmo, intouchable par quiconque. Le montant était de $10 000. Non pas comme un héritage, mais comme une reconnaissance explicite d'années de travail insuffisamment rémunérées au sein de l'entreprise familiale.
Le document le précisait ainsi. Avec ces mots exacts, année de travail insuffisamment rémunérée. Don Eliseo avait calculé, avait examiné les registres, avait comparé ce que j'avais reçu à la valeur réelle de ce que j'avais apporté pendant des années, et avait décidé de corriger cette différence. Je n'ai rien pu dire pendant plusieurs secondes. Ces $10 000 qui étaient déjà sur un compte à mon nom depuis plus d'1 an. Pendant que je vivais dans cette chambre grise en croyant que je n'avais rien. Pendant que je fixais le plafond la nuit en me demandant qui j'étais sans tout ce que j'avais perdu, Don Eliseo avait déjà agi, avait déjà signé, avait déjà protégé ce qu'il considérait comme juste. Il attendait simplement le moment de me le dire. Myriam m'a regardé à ce moment-là, et dans ses yeux, il n'y avait pas de rage. Il y avait quelque chose de beaucoup plus complexe que la rage. Il y avait la reconnaissance de quelque chose qui ne pouvait être nié. Son père avait vu ce qu'elle avait choisi de ne pas voir. Il avait valorisé ce qu'elle avait choisi de mépriser, et il l'avait dit à voix haute avec des documents, des dates et des montants, d'une manière qui n'admettait aucune révision ni appel sentimental. Anselmo n'avait pas terminé. Il a sorti une enveloppe du dossier, une enveloppe blanche scellée avec mon nom écrit à la main sur le devant. L'écriture de Don Eliseo, inimitable. Don Eliseo a laissé ceci pour vous, m'a-t-il dit en me la tendant, avec pour instruction de vous la remettre à ce moment précis, devant tout le monde. Je l'ai prise avec des mains qui ne tremblaient pas autant que je m'y serais attendu. Je l'ai ouverte lentement. C'était une lettre. 2 pages manuscrites avec cette écriture qui était grande et ferme malgré son âge. Je ne vais pas répéter tout ce qu'elle disait. Il y a des choses qui appartiennent à l'espace privé entre 2 personnes, même si l'une d'elles n'est plus là. Mais je dirai la partie la plus importante. Dans cette lettre, Don Eliseo me demandait pardon, sans drame, sans détour. Il me disait qu'il avait mis trop de temps à agir, que la peur de perdre sa fille l'avait paralysé plus qu'elle n'aurait dû. Que ce n'était pas une excuse, mais une explication, et qu'il comprenait parfaitement la différence entre les deux. Et à la fin de la lettre, dans le dernier paragraphe, il avait écrit quelque chose que j'ai lu 3 fois de suite pour m'assurer que je comprenais bien. Il disait que la maison de campagne était à moi, qu'il l'avait mise à mon nom il y a 8 mois, que c'était l'endroit où nous avions eu les conversations les plus honnêtes de ces dernières années, qu'il lui semblait juste que cet endroit appartienne à quelqu'un qui savait l'apprécier. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans la poche intérieure de ma veste et j'ai levé les yeux. Alvaro fixait la table. Myriam regardait la fenêtre, et Anselmo me regardait avec cette expression que j'avais déjà vue une fois auparavant, quand il avait appuyé sur le bouton de l'enregistreur. Quelque chose qui ressemblait à la justice qui vient de se produire. Mais ce n'était pas encore fini, car Anselmo a de nouveau fouillé dans le dossier et a sorti autre chose. Anselmo posa le nouveau document sur la table avec le même calme habituel. Mais cette fois, quelque chose était différent. Jusqu'à ce moment, chaque papier qu'il avait sorti de ce dossier avait été une révélation, une pièce qui complétait la carte que Don Eliseo avait construite en silence pendant des mois. Mais ce document était de nature différente. Il ne s'agissait pas de l'entreprise, ni de propriété, de transfert ou de compte. Il s'agissait d'Alvaro, non pas de ce qu'il avait fait au sein de l'entreprise familiale, mais de ce qu'il avait fait avant d'y arriver. Anselmo nous a expliqué que Don Eliseo, après avoir découvert les mouvements irréguliers dans les comptes, avait commandé une enquête discrète sur le passé d'Alvaro. Pas par des canaux officiels au début, mais par un contact personnel qui avait l'expérience de ce genre de travail. Quelqu'un qui savait où chercher, là où les gens cachent leurs secrets en pensant que personne n'ira voir. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas anodin. Alvaro avait déjà fait ça, pas avec les mêmes personnes, pas avec la même famille, mais le schéma était identique. Des années auparavant, dans une autre ville, il avait établi une relation étroite avec une famille d'entrepreneurs. Il était entré par une porte dérobée, présenté comme collaborateur ou consultant. Il avait lentement bâti la confiance. Il avait identifié les vulnérabilités, les personnes qu'il pouvait utiliser, les moments où personne ne regardait avec assez d'attention, et il avait extrait ce qu'il pouvait extraire, disparaissant quand les choses commençaient à se compliquer. Dans ce cas précédent, il avait laissé l'entreprise au bord de la faillite et une famille détruite. Il n'y avait pas eu de conséquences juridiques formelles car les victimes, honteuses et épuisées, avaient décidé de ne pas poursuivre l'affaire. C'était une partie du calcul d'Alvaro, pariant que la honte et l'épuisement feraient le travail de faire taire ceux qui l'avaient lésé. Cela avait fonctionné une fois. Il pensait que cela avait fonctionné à nouveau. Anselmo poussa le document vers le centre de la table.
C'était un rapport détaillé avec des noms, des dates, le nom de l'entreprise précédente, le montant approximatif de ce qu'il avait détourné dans ce cas, avec des déclarations de personnes qui avaient accepté de parler confidentiellement. Alvaro regarda le document et quelque chose en lui se brisa d'une manière qui n'était pas arrivée auparavant. Jusqu'à ce moment, il avait maintenu une sorte de sang-froid de surface, détérioré mais présent. Le sang-froid du joueur qui sait qu'il est en train de perdre mais n'a pas encore tout perdu et continue de chercher une issue. Mais ce document était différent. Ce document ne parlait pas de ce qu'il avait fait ici. Il parlait de ce qu'il était, d'un schéma, d'un mode opératoire qui n'était pas une erreur ou une décision prise dans un moment de faiblesse, mais un choix répété et calculé. Ceci n'a aucune validité, dit-il, mais sa voix avait changé. Elle était plus fine, plus tendue, comme une corde à laquelle on ajoute trop de poids. Il a toute la validité d'un rapport privé présenté comme preuve supplémentaire, répondit Anselmo. Sa validité juridique sera déterminée par les autorités compétentes, mais son existence est un fait et il est déjà entre les mains de ceux qui doivent l'avoir. Myriam tourna lentement la tête vers Alvaro et le regarda d'une manière que je n'avais jamais vue en 18 ans que je la connaissais. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui est surpris par une nouvelle. C'était le regard de quelqu'un qui reconnaît quelque chose que quelque part, dans une partie de soi-même, il savait déjà mais avait choisi de ne pas voir. Alvaro, dit-elle, son nom à peine une question qui n'avait pas besoin de plus de mots. Il ne la regarda pas. C'était le moment, cet instant où Alvaro ne la regarda pas, car un homme innocent regarde. Un homme qui a quelque chose à expliquer cherche les yeux de la personne qui le regarde pour l'expliquer. Mais un homme qui sait qu'il n'a aucune défense possible détourne le regard. Alvaro détourna le regard et dans ce silence, quelque chose entre eux se brisa d'une manière qu'aucun document, aucun enregistrement, aucun avocat n'avait encore brisé. Anselmo continua. Il expliqua que la documentation concernant le passé d'Alvaro avait été envoyée avec le rapport comptable et les contrats modifiés aux services compétents pour un examen formel. Ce n'était pas un processus qu'Anselmo dirigeait. C'était un processus qui était déjà en cours auprès des autorités compétentes et qui suivrait son cours indépendamment de ce qui se passait dans cette pièce. En termes simples, Alvaro n'était pas seulement confronté à des conséquences au sein de la famille. Il était confronté à des conséquences à l'extérieur. Depuis quand ce processus est-il en cours, demanda Alvaro. Et cette question disait tout. Il ne demandait pas si le processus était valide. Il ne demandait pas de quoi il était accusé exactement. Il demandait depuis combien de temps il durait. La question de quelqu'un qui calcule déjà les délais. Le temps qu'il faudra, répondit Anselmo. Alvaro hocha lentement la tête avec cette assimilation mécanique de quelqu'un qui traite une défaite qu'il ne peut pas encore mesurer dans son intégralité mais qu'il sait déjà réelle. Myriam continuait de le regarder. Il ne lui rendait toujours pas son regard. Je les regardais tous les deux de mon côté de la table et je pensais à toutes les fois où je m'étais demandé ce qu'elle avait vu en lui, ce qu'Alvaro lui avait donné que je ne pouvais soi-disant pas lui donner. Et à ce moment-là, en le voyant là, diminuer, sans le masque de confiance qu'il avait défini depuis le premier jour, la réponse qui me vint à l'esprit fut la plus triste de toutes. Il ne lui avait rien donné de réel. Il lui avait donné l'illusion de quelque chose. Et Myriam, pour des raisons que j'avais déjà cessé d'essayer de comprendre pleinement, avait préféré cette illusion à ce que nous avions. Mais ce n'était plus mon problème. Anselmo ferma le dossier. Il y a une dernière chose, dit-il. Il l'ouvrit à nouveau. Il sortit un dernier document. Celui-ci était plus fin que les précédents. Une seule page. Don Eliseo a laissé une disposition supplémentaire qui ne fait pas partie du testament formel, mais d'une lettre d'instruction qui m'est adressée en tant que son représentant. Il m'a demandé de la lire à voix haute à ce moment. Personne ne dit rien. Anselmo lut. Don Eliseo avait laissé des instructions concernant les employés de l'entreprise. Concernant Rosa en particulier. Il lui laissait une somme de $20 000 en reconnaissance explicite de ses années de service honnête et de son courage en témoignant de ce qu'elle a vu. Anselmo me dit plus tard en privé que lorsque Rosa l'apprendrait, elle allait pleurer pendant 1 heure, puis elle allait plier cet argent et le garder sans le dépenser parce que c'était comme ça qu'elle était. Il avait raison sur les 2 points. Puis Anselmo lut la partie qui concernait directement Alvaro. Don Eliseo avait laissé par écrit que si, dans le processus judiciaire qui était engagé, la responsabilité d'Alvaro pour les irrégularités documentées était prouvée, la famille avait pour instruction de demander la restitution intégrale des montants détournés plus les frais du processus.
Sans négociation. Sans accord privé. Sans possibilité de régler l'affaire discrètement en échange du retour de l'argent et de sa disparition. Cette fois, pas de sortie discrète. Cette fois, des conséquences publiques. Alvaro le comprit parfaitement. J'ai vu le moment exact où il l'a compris. Ce n'était pas une expression dramatique. C'était quelque chose de plus petit et de plus définitif. C'était le moment où ses épaules sont tombées de cette position tendue qu'elles avaient maintenue tout au long de la réunion et se sont reposées dans une position qui n'était pas de la relaxation, mais de l'abandon. La réunion s'est terminée peu de temps après. Anselmo a indiqué qu'il contacterait chacun d'entre nous séparément avec les détails des prochaines étapes, qu'il y avait une documentation supplémentaire que chaque partie devait examiner avec ses propres représentants légaux. Mais que le processus suivrait son cours avec ou sans la coopération des parties concernées. Myriam se leva sans rien dire, se dirigea vers la porte, s'arrêta un instant la main sur le cadre, ne se retourna pas, ne me regarda pas, ne dit rien. Elle resta simplement là une seconde, la main sur le cadre de la porte, comme si elle était sur le point de dire quelque chose, et finalement décida qu'il n'y avait rien à dire qui puisse changer ce qui s'était déjà produit. Et elle est partie. Alvaro est sorti derrière elle sans me regarder. Je suis resté seul dans cette pièce avec Anselmo. L'avocat ferma le dossier pour la dernière fois, le poussa sur le côté et me regarda avec cette expression calme qu'il avait maintenue tout au long de la réunion. « Don Eliseo m'a beaucoup parlé de vous, dit-il. »« Qu'a-t-il dit ?» ai-je demandé. Anselmo réfléchit un instant avant de répondre. Que vous étiez l'un des rares hommes qu'il avait rencontrés qui faisait les choses bien. Pas parce que vous attendiez que quelqu'un vous voie, mais parce que vous ne saviez pas les faire autrement. Il m'a dit que cela avait plus de valeur que la plupart des gens ne le comprennent, et qu'il voulait s'assurer que vous le sachiez aussi. Je suis resté silencieux. Y a-t-il autre chose? Je dois vous donner quelque chose qui ne faisait pas partie de la lecture formelle. Il a fouillé dans le tiroir de son bureau et en a sorti une clé. C'était une petite clé en métal sombre avec un porte-clés en cuir marron usé par l'usage. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était la clé de la maison de campagne, la même maison où Don Eliseo et moi avions bu du café tant d'après-midi. La même où il m'avait dit que les hommes bons ne perdent pas, ils attendent juste plus longtemps. La même où il m'avait dit avec cette voix lente et ferme qu'il préparait quelque chose, qu'il n'allait pas rester les bras croisés. Anselmo me l'a tendu sans cérémonie. L'acte de propriété est déjà à votre nom depuis 8 mois, dit-il. Ceci est simplement la clé physique. Don Eliseo voulait que je vous la donne en personne à ce moment, après tout le reste. Je l'ai prise de la main droite. Je l'ai tenue un moment. C'était surprenant combien une petite clé pouvait peser quand on comprenait tout ce qu'elle représentait. J'ai quitté ce bureau à midi. La rue était pleine de gens qui marchaient sans rien savoir de ce qui venait de se passer dans cet immeuble. Des gens pressés, avec des écouteurs, un café à la main, regardant un point devant eux. Le monde suivait son cours normal, complètement ignorant du fait que pour moi, au cours des 2 dernières heures, quelque chose de fondamental avait changé. Je me suis arrêté sur le trottoir, j'ai ouvert ma main et j'ai regardé la clé. J'ai pensé à Don Eliseo, à sa façon de parler, à ce petit sourire qui apparaissait quand il savait quelque chose que les autres ne savaient pas. À la dernière fois où je l'avais vu, droit derrière son bureau avec ce dossier devant lui, avec l'expression d'un homme qui a quelque chose d'important à faire et qui est déterminé à le faire bien. Il l'avait bien fait, avec plus de soin et plus de prévoyance que je n'aurais pu l'imaginer. Il avait vu ce qui allait arriver avant tout le monde. Il avait agi en silence, sans alerter personne, sans donner à Alvaro la chance d'anticiper et de couvrir ses traces. Il avait construit une réponse méticuleuse, pièce par pièce, pendant des mois, tandis que sa santé se détériorait et que sa fille lui rendait de moins en moins visite. Et tout ce travail, tout cet effort dans ses derniers mois de vie, avait eu un but clair, que la vérité éclate, que ce qui était juste se produise. J'ai mis la clé dans ma poche et j'ai commencé à marcher. Les jours qui ont suivi ont été différents de tout ce que j'avais vécu les mois précédents. Non pas parce que tout était soudainement facile, mais parce que la nature de mes problèmes avait complètement changé. Je n'étais plus l'homme qui avait tout perdu et ne savait pas comment récupérer quoi que ce soit. J'étais l'homme qui devait apprendre à gérer ce qu'il avait récupéré. Cela a aussi son propre poids, mais c'est un poids complètement différent. La première chose que j'ai faite a été de visiter la maison de campagne. J'y suis allé seul, un samedi matin de bonne heure. Le chemin de terre menant à la propriété était exactement le même.
Les arbres sur les côtés, grands et calmes, avec cette indifférence sereine des choses qui sont au même endroit depuis longtemps et ont vu passer beaucoup de choses sans broncher. J'ai ouvert la porte avec la clé en métal sombre. Je suis entré. La maison sentait le bois et le temps arrêté. Tout était à sa place. Les meubles simples et solides que Don Eliseo avait choisis avec son critère de préférer ce qui dure à ce qui impressionne. La grande fenêtre donnant sur le jardin avec les arbres, le bureau dans le studio où nous avions eu nos conversations les plus importantes. Je me suis assis dans le fauteuil près de la grande fenêtre, le même où il avait l'habitude de s'asseoir. J'ai regardé le jardin pendant un long moment sans penser à rien de concret. Juste regarder, juste être là dans cet endroit qui était maintenant le mien, non pas par héritage de sang, mais pour quelque chose que Don Eliseo avait considéré comme plus important que ça, par le mérite. Ce mot m'est resté longtemps en tête. Pendant ce temps, les conséquences pour Alvaro suivaient leur cours. Pas de manière dramatique ou instantanée. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent dans la vraie vie, mais avec cette consistance lente et inévitable des processus juridiques, lorsqu'il existe une documentation solide et une réelle volonté de les mener à terme. J'ai appris par Anselmo, qui me tenait informé avec la régularité et la précision qui le caractérisaient, qu'Alvaro avait cherché 3 avocats différents dans les 2 premières semaines suivant la lecture du testament. Que le premier avait refusé de le représenter après avoir examiné la documentation existante, que le second avait accepté mais avec des conditions qu'Alvaro ne pouvait pas remplir financièrement. Que le troisième essayait de construire une défense basée sur la remise en question des méthodes de l'enquête privée que Don Eliseo avait commandée. C'était une stratégie désespérée, et les stratégies désespérées fonctionnent rarement quand il y a des documents avec des dates, des montants et des signatures devant vous. Myriam avait quitté la maison familiale et vivait chez une cousine. Anselmo me l'a dit aussi, non pas comme un ragot, mais comme une partie du contexte qu'il considérait pertinent pour moi. La maison est restée dans la fiducie, inamovible, exactement comme Don Eliseo l'avait disposé. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en apprenant cela, ou peut-être ai-je ressenti quelque chose de plus compliqué qu'une simple satisfaction. J'ai ressenti la tristesse particulière d'avoir confirmé quelque chose que j'aurais préféré être différent. Myriam et moi avions eu 18 ans. Nous avions eu des moments réels, des bons, qui ont existé, même si tout le reste est venu plus tard. Et la voir réduite à cela, vivant chez une cousine, séparée d'Alvaro, sans l'héritage qu'elle pensait recevoir inconditionnellement, ne m'a pas apporté de joie. Cela m'a apporté une sorte de mélancolie qui n'avait pas de nom exact, mais ce n'était pas non plus ma responsabilité de l'apporter. Il y avait autre chose qu'Anselmo m'a révélé lors d'une de nos conversations de suivi. Don Eliseo, dans ces dernières semaines, avait parlé à certains des plus importants fournisseurs et partenaires de l'entreprise. Personnellement, discrètement, avec cette autorité naturelle que lui conférait le fait d'avoir construit cette entreprise de ses propres mains. Il leur avait dit que l'entreprise allait traverser une période de transition, mais que des personnes de confiance resteraient aux commandes, qu'il avait pris des précautions pour protéger les relations qu'il avait bâties au fil des décennies. Il a mentionné mon nom. Il avait dit que j'étais quelqu'un qui connaissait l'entreprise de l'intérieur et qui méritait leur confiance. Quand Anselmo m'a dit ça, j'ai dû mettre la conversation en pause, car c'était quelque chose que Don Eliseo n'était pas obligé de faire. Ça ne faisait partie d'aucun document légal. Ce n'était aucune disposition du testament. C'était simplement un homme qui, dans ses dernières semaines de vie, avec tout ce qu'il avait sur les bras, avait trouvé le temps de passer cet appel et cet autre pour me laisser un chemin, pas seulement un patrimoine. La clé de la maison de campagne est restée dans ma poche tous les jours. Je me suis habitué à la porter avec moi. Pas comme une amulette ou avec un symbolisme exagéré, mais parce que chaque fois que je la sentais, je me souvenais de quelque chose que je ne devais pas oublier. Qu'il y avait un homme qui m'a vu quand je pensais que personne ne me voyait, qui a agi quand je pensais que personne n'allait agir, qui a fait confiance au fait que la vérité avait assez de poids pour faire pencher la balance si on prenait la peine de la documenter soigneusement. J'étais entré dans ce bureau d'Anselmo en croyant que c'était le dernier endroit où je pouvais attendre quelque chose de bon. J'étais arrivé seul, sans avocat, sans réelles attentes, prêt à entendre comment ce qui restait de mon ancienne vie était partagé entre des gens qui m'avaient trahi. Et au lieu de cela, j'étais sorti avec une lettre, une clé et la certitude que la personne que j'avais le plus aimée dans cette famille m'avait mieux connu que je ne me connaissais moi-même. Cela n'avait pas de prix en dollars, mais les 10 000 $ n'étaient pas mal non plus. Il y a un moment où l'on arrête de compter les jours depuis la perte et où l'on commence à compter les jours depuis le début. Je ne sais pas exactement quand ce changement s'est produit en moi.
Ce n'était pas un jour spécifique avec une date marquée sur le calendrier. C'était plus graduel que ça, comme quand l'aube se lève et que vous ne pouvez pas indiquer la seconde exacte où l'obscurité se transforme en lumière, mais à un moment donné, vous regardez autour de vous et le monde a déjà une couleur différente. J'ai emménagé dans la maison de campagne un jeudi, pas avec grand-chose. Je n'avais pas besoin de grand-chose. J'ai apporté la valise que je portais depuis cette nuit où j'ai quitté ma maison précédente, plus quelques affaires que j'avais accumulées dans la chambre louée pendant les mois difficiles. Des vêtements, des livres, une petite cafetière que j'avais achetée parce que j'avais besoin d'au moins une chose qui soit complètement à moi dans cet espace gris. La cafetière s'intégrait parfaitement dans la cuisine de la maison de campagne. Cela m'a semblé significatif d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait expliquer, mais que je ressentais clairement. Le premier matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. J'ai fait du café. Je me suis assis dans le fauteuil près de la grande fenêtre, le même où don Eliseo avait l'habitude de s'asseoir, et j'ai regardé la lumière atteindre lentement les arbres du jardin. D'abord gris, puis bleu, puis cet orange doux que les levers de soleil ont quand il n'y a pas de hâte. Je n'ai pas pensé à Myriam. Je n'ai pas pensé à Alvaro. Je n'ai pas pensé aux documents, ni au processus juridique, ni au mois de la chambre grise et de la fenêtre sans lumière. J'ai juste bu mon café et regardé les arbres, et c'était suffisant. Rosa est venue me rendre visite cette première semaine. Elle est arrivée avec un sac de nourriture comme si j'étais incapable de me nourrir, ce qui était probablement plus vrai à ce moment-là que je ne voulais l'admettre. Elle a cuisiné quelque chose de simple. Nous avons mis la table dans la cuisine et avons mangé ensemble dans ce silence confortable qui n'existe qu'entre des personnes qui ont traversé quelque chose de difficile ensemble et n'ont plus besoin de rien s'expliquer. Avant de partir, elle m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Don Eliseo m'a dit quelques jours avant de mourir que vous iriez bien. Pas comme un espoir, comme une certitude. Il m'a dit que les hommes comme vous finissent toujours par aller bien parce qu'ils ne savent pas abandonner complètement, même s'ils pensent le faire. Je l'ai regardé sans savoir quoi répondre. Rosa n'attendait jamais que vous répondiez. Elle a fini de ranger la cuisine, a pris son sac et est partie avec son efficacité habituelle, sans drame, sans desserts émotionnels inutiles. C'était comme ça qu'elle était. Le processus judiciaire contre Alvaro a progressé au cours des mois suivants avec cette lente consistance mais des preuves solides. Je ne vais pas détailler chaque étape car les processus juridiques sont longs, techniques et pleins de dates qui, au final, ne sont pas la partie la plus importante de l'histoire. L'important, c'est le résultat. Alvaro a dû restituer les montants détournés, les 42 000 $ des transferts irréguliers plus les montants correspondant aux commissions détournées via les contrats modifiés. Le total dépassait 100 000 $, sans négociation privée, sans accord silencieux, exactement comme don Eliseo l'avait ordonné. De plus, il a fait face à des conséquences formelles pour les irrégularités documentées. Je ne vais pas utiliser de mots plus grands que nécessaire, mais les conséquences ont été réelles, proportionnelles et se sont produites publiquement. Pas dans un accord privé qui lui aurait permis de disparaître discrètement comme il l'avait fait auparavant dans une autre ville avec une autre famille. Cette fois, il n'y a pas eu de discrétion pour lui. Cette fois, il y a eu une trace. J'ai aussi appris par Anselmo que la famille de cette ville précédente, celle qui avait décidé de ne pas agir par honte et épuisement, avait rouvert son dossier lorsque la documentation du processus d'ici est parvenue aux mains de leur propre avocat. Je ne sais pas exactement comment cela s'est terminé. Ce n'était pas mon histoire à suivre, mais savoir que le silence de ces victimes n'avait pas été la fin de tout m'a semblé juste. Myriam et moi ne nous sommes pas reparlés directement pendant longtemps. Il y a eu des communications par l'intermédiaire d'Anselmo sur des questions liées à la fiducie et à l'entreprise. Froide, formelle, nécessaire, rien de plus. Je n'avais pas de rage envers elle au sens actif du terme. La rage consomme trop d'énergie et j'ai décidé, sans y avoir trop réfléchi consciemment, d'investir cette énergie dans une autre direction. Vers l'avant. L'entreprise a continué à fonctionner sous la supervision de la fiducie pendant la période établie. Anselmo me consultait fréquemment, comme don Eliseo le lui avait demandé. J'ai progressivement repris contact avec les fournisseurs et les partenaires que don Eliseo avait préparés avec ses appels discrets dans ces dernières semaines. Chaque conversation était différente. Chacune avait son propre rythme, mais elles avaient toutes quelque chose en commun. La confiance. La confiance que don Eliseo avait bâtie au fil des décennies et qu'il avait décidé de me transmettre non pas avec un document mais avec sa parole. Et sa parole, même après sa mort,
avait toujours le poids qu'elle avait toujours eu. J'ai continué à construire quelque chose de nouveau lentement, sans me presser, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il y a eu un après-midi, je crois que c'était environ 6 mois après la lecture du Testament, où je me suis assis dans le bureau de la maison de campagne. Le même bureau où Don Eliseo et moi avions eu nos conversations les plus importantes. Je me suis assis dans son fauteuil, derrière son bureau, et j'ai ouvert le carnet que j'avais acheté en commençant à m'y installer. Le même carnet où, des mois auparavant, j'avais essayé de faire une liste de ce que j'avais et où je n'avais pu écrire qu'un seul mot, la santé. Je l'ai ouvert à une nouvelle page et cette fois, j'ai écrit longtemps. J'ai écrit sur la maison, les arbres et le café du matin. J'ai écrit sur Rosa et sa façon de prendre soin sans faire de bruit. J'ai écrit sur Anselmo, sa précision et sa décence. J'ai écrit sur Don Eliseo et tout ce qu'il m'avait enseigné sans appeler ça de l'enseignement. J'ai écrit sur les fournisseurs, les conversations et les portes qui s'ouvraient lentement mais sincèrement. J'ai écrit sur ce que j'avais perdu et sur ce que j'avais trouvé dans le processus de le perdre. Et à la fin, sur la dernière ligne de cette page, j'ai écrit quelque chose que, au pire moment de tout cela, je n'aurais pas pu écrire honnêtement. J'ai écrit que j'allais bien. Pas comme une aspiration, ni comme un réconfort, mais comme la description de quelque chose de réel. J'allais bien. Ce soir-là, je suis sorti dans le jardin après le dîner. Le ciel était clair et les étoiles étaient de celles que l'on ne voit que loin du bruit de la ville. Je suis resté debout sur l'herbe fraîche, regardant le ciel pendant un bon moment. J'ai pensé à Don Eliseo. Je l'ai remercié en silence. Je ne sais pas si ces choses arrivent quelque part. Je ne suis pas du genre à prétendre connaître ses réponses avec certitude, mais je l'ai quand même remercié parce que j'avais besoin de le dire, même sans mots. Et j'ai pensé à quelque chose qu'il m'avait dit ce premier après-midi à la maison de campagne, quand je ne comprenais pas encore tout à fait ce qui se passait ni ce qui allait se passer. Les hommes bons finissent toujours par payer pour l'honnêteté des autres, mais cela ne veut pas dire qu'ils perdent. Cela veut juste dire qu'ils attendent plus longtemps. J'avais attendu. J'avais attendu beaucoup plus longtemps que je ne l'aurais souhaité, plus longtemps que je ne pensais pouvoir le supporter à certains moments, mais j'avais attendu. Et Don Eliseo avait raison. Je n'avais pas perdu. J'avais juste mis plus de temps à arriver là où je devais arriver. À 48 ans, debout dans le jardin d'une maison entourée d'arbres, avec le ciel plein d'étoiles et une tasse de café déjà froide à la main, j'ai compris quelque chose que j'aurais peut-être dû savoir plus tôt, mais il m'a fallu tout ce qui s'était passé pour le comprendre vraiment. Que la vie ne doit la justice à personne automatiquement, mais que parfois, si vous restez honnête et que vous n'abandonnez pas complètement, quelqu'un qui vous connaît mieux que vous-même travaille en silence pour s'assurer que vous la receviez. Ce quelqu'un, pour moi, c'était Don Eliseo. Et c'est quelque chose qu'aucune trahison, aucune humiliation, aucune chambre grise avec une fenêtre sans lumière ne pourra jamais m'enlever. J'ai rangé la tasse vide, je suis rentré dans la maison, j'ai verrouillé la porte avec une clé en métal sombre et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années.